Depuis des siècles, l'homme du désert a affronté l'aridité du climat et la rudesse de son environnement. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'élaborer des solutions pour faire face à l'isolement et à la rareté de l'eau dans ces régions. Il a su s'adapter aux contraintes et a inventé des solutions pour vivre en harmonie avec la nature. Ce savoir transmis à travers des livres permet aux générations futures de découvrir le génie de leurs ancêtres. Ces écrits sont soigneusement conservés dans des manuscrits protégés par les chefs de tribu dans des armoires. Ils constituent un véritable trésor pour les populations du désert. Bienvenue dans Planète Désert. Mes pas résonnent dans le silence. Où est-ce le vent qui, en soufflant, me confie les récits des caravanes ayant sillonné ces vastes horizons? Ont-elles laissé une empreinte, un héritage intemporel? Mes ancêtres disaient, qu'importe si le chemin est lent, du moment qu'au bout il y a un puits. Un puits d'eau ou un puits de savoir. L'Algérie, comme d'autres États et nations, a joué un rôle précurseur dans le domaine scientifique et culturel. Autrefois, des érudits se déplaçaient entre différents endroits, notamment dans le sud du pays, où des caravanes en provenance d'Afrique de l'Ouest se dirigeaient vers la Mecque. Dans le sens inverse, des caravanes venaient de la péninsule arabique, traversant le Touat pour rejoindre l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel. En plus de transporter des pèlerins et des commerçants, ces caravanes faisaient également circuler des savants accompagnés de leurs manuscrits. Certains d'entre eux demeuraient longtemps dans ces espaces sahariens, tandis que d'autres sont retournés après avoir accompli leur mission de savoir. Au cours de leur passage, ces érudits ont profité pour échanger leurs connaissances avec les intellectuels de Touat, laissant ainsi derrière eux un riche héritage de manuscrits et un mouvement scientifique et culturel significatif dans la région. Les pays du Sahel étaient connus pour la richesse de leurs souverains, possédant d'importantes réserves d'or. Notre région se distinguait comme un carrefour commercial, servant de relais pour les caravanes et les pèlerins. Touat était également un centre de savoir. La présence de savants, notamment au XIe et XIIe siècle, ainsi que les voyages de personnalités telles que le savant El Marili et la famille El Bekria, ont dynamisé l'activité scientifique de Touat, soulignant ainsi le rôle essentiel de cette région dans le rayonnement culturel et religieux du Sahara.
Touet est un espace empreint de spiritualité et de croyance, habité par des personnes pieuses, un lieu de connaissance et de baraka. Les manuscrits d'Ersour sont une source d'information et d'inspiration spirituelle pour les habitants, abordant une variété de sujets du quotidien, même si la tradition orale persiste. En Algérie, de manière générale, et plus spécifiquement dans la région, les manuscrits couvrent une grande variété de sujets. On y trouve des textes religieux, des ouvrages de jurisprudence, ainsi que des écrits sur le soufisme. En outre, des domaines scientifiques tels que la médecine, l'astronomie, la linguistique, la grammaire et l'histoire y sont également représentés. Ces bibliothèques, appelées communément khizanet, se situent aux quatre coins d'Adarar. On en dénombre plus de 24, abritant des manuscrits scientifiques, littéraires et sociaux. Toutes étaient au service de la société et de l'État, et les gens y venaient pour profiter de diverses ressources, notamment pour résoudre des conflits et acquérir des connaissances afin de les diffuser plus largement. Si l'on s'intéresse au monde des manuscrits, on découvre que les œuvres présentes à Adrar, ainsi que sur l'ensemble du territoire national, couvrent tous les domaines de la connaissance. On y trouve des manuscrits consacrés à la littérature, aux mathématiques, à l'astronomie, à la généalogie, à l'anthropologie des familles émigrées dans ces régions, à l'économie, à la langue arabe, à la jurisprudence, ainsi qu'aux jugements juridiques et aux événements imprévus. De manière générale, la plupart des manuscrits connus dans la région de Touet portent principalement sur la jurisprudence et la linguistique, ainsi que sur la médecine, l'astronomie et d'autres domaines scientifiques. Dans nos khizanet, toutes les connaissances consignées incluent des livres d'histoire qui restent très rares. En effet, par le passé, les érudits se consacraient davantage aux sujets religieux, à la jurisprudence, à la langue et au Coran. Historiquement, l'astrologie était souvent étroitement entrelacée avec l'astronomie, la médecine et d'autres sciences dans de nombreuses cultures islamiques. Ces manuscrits peuvent aborder l'astrologie de différentes manières, notamment l'astrologie médicale, qui incarne des liens entre les corps célestes et la santé humaine, ou l'utilisation de l'astrologie pour déterminer les meilleurs moments pour des traitements. Comme nous l'avons mentionné, certains de ces manuscrits sont spécialisés en médecine. Des gens venaient de divers horizons et affluaient tant et si bien qu'il est mentionné dans la traduction de Cheikh el-Belbeli, 12 routes étaient tracées pour rejoindre ce palais. Nous avons observé qu'il existe une copie d'un des manuscrits de Sidi Ahmed al-Raqqad, lequel est le père de Sidi Ahmed, fondateur de cette zawiya. Ce manuscrit s'intitule « Guérison des maux et des douleurs qui affectent le corps ». Cette copie se trouve dans la ville de Kano, au Nigeria. Elle a été corrigée et éditée sur place, et c'est un ami qui m'a informé de sa présence. Nous disposons de livres consacrés à la médecine, ainsi que de manuscrits abordant la médecine traditionnelle, y compris les opérations chirurgicales, les méthodes d'anesthésie et bien d'autres sujets.
Parmi les méthodes que les gens utilisaient pour se soigner, notamment durant la période des invasions de sauterelles et des épidémies périodiques, ils consultaient des manuscrits afin d'obtenir des ordonnances, en particulier pour traiter les maladies oculaires et les tensions musculaires thoraciques. Ces ordonnances sont consignées dans ces khizanettes. علوم الطب لم تكن بالقدر الكافي في هذه المنطقة معلومة لدى الناس. En réalité, les sciences médicales n'étaient pas suffisamment développées dans cette région en raison de l'éloignement et de l'absence de médecins. Cependant, les habitants utilisaient les connaissances contenues dans ces manuscrits. Par exemple, lorsque les gens se retrouvaient avec des blessures musculaires ou des entorses, ils utilisaient des bandages et des bâtons en bois pour maintenir les membres. Ils préparaient un plâtre à base d'argile mélangé à des déchets organiques d'animaux. وقد كانت هذه الوصفات موجودة كذلك هناك بعض الأعشاب التي تنمو في De plus, certaines plantes médicinales étaient cultivées dans cette région, comme l'agaya et 10, qui étaient consommées comme complément alimentaire en automne pour renforcer l'immunité contre les grippes saisonnières et prévenir les problèmes de tension artérielle. كذلك الأمراض الموسمية والذبحة الصدرية وغيرها. فكانوا يأكلونها صباحا ومساء كالقرطوفة مثلا هذه النبتة كذلك هناك نبتة. Il y avait également une plante appelée gartofa et une autre connue sous le nom de l'harika que les gens prenaient au printemps et en automne pour soutenir leur système immunitaire. En l'absence de médicaments modernes, les habitants se contentaient de remèdes modestes de l'époque. مما رأيت في جانب الطبي خاصة أن العمليات الجراحية لم تكن معروفة آنذاك. Ce que j'ai observé dans le domaine de la médecine, c'est que les opérations chirurgicales n'étaient pas pratiquées comme elles le sont aujourd'hui. Les gens recouraient à des méthodes anciennes, telles qu'une poignée et une pince pour extraire une dent. Lorsque la dent était malade, ils l'arrachaient en utilisant du sel et du piment pour apaiser la douleur, remplaçant ainsi l'anesthésie moderne. يوضع بعض الملح وبعض الفلفل الحار فتنزع به هذا الضرس بسلاسة. كذلك مما رأيت في علم الجراحة J'ai également remarqué dans les manuscrits que la première opération chirurgicale enregistrée a été réalisée sur des animaux. On raconte qu'un mouton avait ingéré une quantité d'or et d'argent qui se trouvait quelque part, ce qui a provoqué un conflit entre le berger et le propriétaire des métaux précieux pour récupérer ce qui avait été avalé.
Il a donc été décidé de pratiquer une ouverture dans le ventre de l'animal pour extraire la matière et le recoudre ensuite. Cette pratique a des fondements dans la jurisprudence malékite, où le cheikh recommande d'ouvrir le ventre d'un animal en cas d'ingestion accidentelle de bijoux d'un poids dépassant 120 grammes et de le recoudre par la suite. Pour éviter les hémorragies, les anciens utilisaient une plante appelée el khiyata, qui est encore présente chez les herboristes. Cette plante était écrasée et mélangée à de l'eau, puis appliquée sur la blessure sous forme de crème pour stopper l'hémorragie. هذه الخياطة هي موجودة الآن تباع في العقاقير كانوا يدقونها تدق وتخلط ببعض الماء ثم ترش على. Nous avons même constaté l'existence d'autres méthodes pour traiter ce genre de situation. النزيف ويتلائم بسرعة طبعا هذا رأيناه ومتواجد ما هو أكثر من ذلك. Ce type de manuscrit est extrêmement rare dans notre région. Nous en possédons 2 ou 3. L'un traite de la médecine et de la chimie, tandis qu'un autre se concentre sur les mathématiques. Par ailleurs, nous découvrons des mentions médicales dans les marges de certains manuscrits, comme celui intitulé El Muqtasid Sa'il, écrit par Sid el-Hajj, qui contient des ordonnances médicales et des méthodes provenant des villages Qsor environnants. الشيخ سيد الحاج يضعها في الحاشية أو في الهامش حتى يستفاد منها فتم. Aujourd'hui, le fils d'El-Hajj a rassemblé ses écrits dans un manuscrit intitulé Les événements de Touat. من الأخبار والمسائل طبعا. Jamais je ne me perds en cette immensité. Un simple morceau de bois, mon humble ami, sous le soleil ardent, devient mon horloge au cœur du temps. Du bois dénudé naît l'antique sagesse. L'ombre qui danse, un doux murmure me révèle l'heure, le mois et l'année dans ce vaste désert. Nous possédons des manuscrits consacrés à l'astronomie, des livres portant sur le calcul des jours et des nuits, les mouvements de la Lune et leur rapport avec le voyage et les mathématiques. Nous avons également des informations sur un mécanisme régulant l'irrigation de l'eau dans les jardins, Fugara. Sa répartition repose sur des principes mathématiques, tels que la notion de poignée, de tiers, d'un huitième. Quant à l'astrologie agricole, elle prodigue des conseils sur les périodes propices pour semer ou récolter en fonction des cycles lunaires et planétaires. المنطقة هنا طبعا اشتهرت بالفلاحة والزراعة. Il est vrai que cette région a été reconnue pour son activité agricole, ce qui a engendré chez ses habitants le besoin d'une science permettant d'organiser les moments de plantation et de récolte. Ainsi, nous avons découvert dans cette risanette des manuscrits traitant des périodes de semis. Chaque saison était associée à des graines spécifiques
et les agriculteurs maîtrisaient ces techniques grâce à un manuscrit intitulé Hammarat al-Hisab, qui constituait un tableau de compte et de temps indiquant les saisons et les périodes de l'année. Ce tableau guidait les gens sur le moment et la méthode appropriée pour semer une graine, ainsi que sur le moment de la récolte. Il indiquait également comment effectuer des calculs de multiplication, d'addition et de soustraction, permettant aux agriculteurs de connaître les dates à travers le jour, le mois et l'année. Enfin, mes pas me guident aux ceux du village, où les demeures de terre, si longtemps absentes, étreignent mon âme d'un doux et ancien langage. Ici même, nos aïeux, dans leur quête sereine, trouvaient le calme propice à leurs manuscrits sacrés. Ce tableau, connu sous le nom de Hammarat al-Hisab, est une série de lettres associées à des numéros spécifiques que les gens multiplient souvent. Ces méthodes étaient utilisées pour déterminer les heures de prière, adaptées à un tableau périodique couvrant toute l'année et tenant compte de la géographie des différentes régions. طبعا باختلاف المناطق هناك منطقة تيمي هناك منطقة توات الوسطى هناك منطقة. Par exemple, des tableaux étaient spécialement conçus pour des zones comme Timi, Touat central, Tidikelt et le Gourara, afin de connaître les temps de prière de chaque région. إذا كانت الشمس في كبد السماء. Ces calculs s'inspirent de textes juridiques, fiqh. Il est établi que la prière du Dohr, la prière de midi, est déterminée lorsque le soleil est au zénith. Si l'ombre d'une personne égale sa taille, cela indique également le moment de la prière de l'après-midi. Pour déterminer le temps de prière du midi, on peut planter un morceau de bois droit sous le soleil. Si aucune ombre n'est projetée, cela signifie que c'est le moment de la prière du midi. Si l'ombre correspond à la longueur du morceau de bois, cela indique l'arrivée de la prière de l'après-midi. Dans la région de Koussem, par exemple, les gens utilisaient une poésie particulière. Qui combinait des lettres avec une intonation spécifique pour connaître l'heure de la prière. Des systèmes de calcul similaires existaient dans d'autres villages, comme Mehdiya et Aoulef, où ils sont également appelés Nawazil, permettant aux gens de repérer les heures de prière. Sur les sentiers sacrés, où les érudits ont marché, guidés par l'écho de leurs précieux manuscrits, nous nous dirigeons vers Ouled Saïd, perle du Gourara. De ces terres ancestrales, des savants tels que El Marili, théologien malikite de Tlemcen au XVe siècle, s'élança vers l'Afrique subsaharienne pour y semer les graines du savoir et éclairer les esprits. المكتبة اختصت في غالب مخطوطاتها على الفقه ثم القضاء. Notre bibliothèque s'est spécialisée principalement dans la jurisprudence et la justice, en raison de la renommée de notre famille dans le domaine juridique depuis longtemps. On y trouve également des aperçus sur d'autres disciplines. Parmi les histoires évoquées concernant l'intelligence des juges de l'époque, il est raconté qu'un conflit a eu lieu entre deux femmes concernant l'appartenance de leurs enfants.
chacune souhaitant revendiquer le garçon. Elles avaient accouché en même temps et désiraient récupérer l'enfant. Lorsque le moment de la décision est arrivé, le juge a ordonné qu'on lui apporte 2 œufs qu'il a vidés de leur contenu, puis il y a versé le lait de chacune des femmes sans les mélanger. Après avoir effectué cette procédure, il a pesé les œufs et celui qui était le plus lourd était celui du garçon, en se basant sur le principe coranique qui stipule que l'héritage masculin est de 2/3. Le juge a pu prendre une décision et a rendu l'enfant à sa mère, rétablissant ainsi la situation familiale. Lorsque les gens faisaient face à un événement imprévu ou inédit, les juges consultaient un conseil de juridiction pour prendre des décisions sur ces affaires. Ces délibérations étaient consignées dans des registres qui devenaient ensuite des sujets de loi. Parmi les causes de conflit entre les individus, on peut mentionner les propriétés et les waqf, les biens donnés aux mosquées et qui ne peuvent être vendus, les litiges liés aux hypothèques et aux héritages. De nombreux conflits ont été résolus et consignés par la suite. Parmi ceux-ci, on trouvait des litiges liés aux transactions commerciales et aux remboursements financiers. كذلك في المعاوضات المالية. Il existe plusieurs manuscrits et documents au format manuscrit que l'on trouve dans des khizanet, comprenant des jugements de charia connus sous le nom de Zmem, qui constituent le registre juridique répertoriant toutes les propriétés, en particulier celles des Fougara, ainsi que la répartition de l'eau, sans oublier les registres de la famille Bakriya. Le système juridique était bien établi dans la région du Touat, en particulier en ce qui concerne la gestion des conflits. Nous avions des tribunaux de charia et même une potence pour les condamnés à mort. Ces manuscrits contiennent également des éléments historiques abordant des thèmes liés à l'économie, à la sociologie et à la politique. Bien que la couverture du livre suggère un contenu principalement axé sur la charia, on y trouve également des références aux traditions, aux coutumes et aux modes de vie des différentes populations de l'époque. La relation entre les Zaouïas et les manuscrits dans le sud de l'Algérie est profondément symbiotique et fondamentale. Les Zaouïas ont joué un rôle central dans la conservation, la production et la diffusion des manuscrits, faisant d'elles de véritables centres intellectuels et spirituels. Il est clair que la khizanat était reconnue pour sa spécialisation dans la science juridique, l'étude des événements nouveaux, la gestion des conflits et le fiqh. Les autres disciplines n'intéressaient guère, sauf si la population avait besoin de connaissances dans certains domaines susceptibles de servir la politique ou l'État. Des livres ont été élaborés pour mettre en valeur l'astrologie et l'étude des astres, qui étaient également liées à la compréhension des mouvements lunaires. Ces sciences étaient destinées à mieux gérer les saisons agricoles et les cultures, bien que certains aient également recours à elles pour des pratiques de magie et de charlatanisme. Sur cette terre de mes ancêtres, où le sable en écho murmure, l'étendue aride est-elle aimable?
Je l'ignore, mais en son sein gît mon trésor que je dois préserver, et je reviens pour déterrer ces précieux objets. Une alchimie sacrée entre mes racines profondes et le désert. Miroir de l'âme où chaque grain révèle un secret, chaque souffle du vent un chemin vers soi. كان هناك شعور هذا الشعور تقريبا ولا إرادي ولكن كانت الناس تتلاقى. Il existait une certaine conscience, souvent involontaire, qui amenait les gens à s'adapter à la nature qui les entourait. Leur attention était donc portée sur les sciences et ils faisaient preuve de persévérance dans celles qui facilitaient cette adaptation. Par exemple, en ce qui concerne les pluies, les habitants construisaient des maisons en terre, souvent menacées par les inondations des oueds, et cherchaient donc à anticiper les périodes de pluie. يريدون معرفة متى يسقط المطر. فمن التجارب التي اطلعت عليها في خزانتنا للشيخ سيدي عبد الله. Parmi les observations tirées des manuscrits de Cheikh Abdallah, on note que les savants utilisaient des morceaux de laine d'animaux qu'ils exposaient à l'aube pour les observer le lendemain suivant. قرب الفجر أي في آخر الليل فيضعون هذا الصوف فيطلعون عليه صباح الفجر. S'ils découvraient la laine humide et froide ou presque mouillée, ils en déduisaient qu'une pluie imminente ou un climat humide favorisant la culture était à prévoir. مطرا قادما أيضا كانوا Une autre pratique consistait à observer les insectes sortant de leur abri, comme les papillons émergeant de leurs chenilles au printemps. والربيع فتخرج بعض الفراشات وتخرج أيضا حشرات كانوا يقولون عندنا مثال. Une citation populaire chez nous disait « L'arrivée de la période Saad al-Rabi'a fait réagir toutes les créatures ». كما قدرناه منازل ففي هذه المنازل Saad al-Rabi'a correspond à une phase lunaire associée à l'émergence des reptiles et des insectes, tandis qu'une autre période, appelée Saad Saoud, annonçait la présence d'eau dans les troncs d'arbres. سعد السعود هذا تلقى الماء في العود أي Saad Saoud coïncide avec le mois d'août, tandis que Saad al-Rabi'a se rapporte au mois de mars. هناك الثنية الثانية وهناك الشولة. Il existe également ce que l'on appelle Tniya et Shula. Parfois, ces périodes correspondent à une durée dépassant un mois, certaines étant équivalentes à un mois et 27 jours. Ainsi, nous avons à la fois des périodes lunaires et des mois lunaires. شهور قمرية. طبعا الفلاحين توالفوا أنهم يعرفوا المواعيد نتاع الحرث والحصاد. Les agriculteurs ont pris l'habitude de se référer à ces périodes lunaires, connues chez nous sous le nom de manazil. طبعا فيعلمون بها التوقيت حتى طبعا كانوا يشوفوا بعض الفئران. Lorsqu'ils observaient des gerboises quitter leurs abris pour grimper sur des collines, ils savaient qu'une pluie ou un oued était imminent. كانوا يستدلون على هذا بأن هناك مطرا
Ils savaient anticiper grâce à des méthodes très simples. كانوا يتعلمون بهذه الطرق البسيطة. طبعا حتى العيال عندنا العيال في أقربيش هي المحضرة هي يسموها الكتاتيب القرآنية. هناك منزلة يكون فيها الثمار. À la sortie des écoles coraniques, pour éviter que les enfants ne récoltent les fruits avant la période appropriée, les aînés leur disaient que c'était la période des félins et que les lions rôdaient, afin de les dissuader de rester dans les champs et les jardins, une façon de les effrayer. Parfois, pour dissuader les enfants de sortir dans les champs pendant la sieste, ils leur faisaient peur en évoquant la présence d'un monstre. C'était des astuces utilisées par nos ancêtres dans le passé. Ancien centre caravanier et intellectuel, Tamantit, situé dans la région du Touet, dans la wilaya d'Adrar, était un carrefour commercial important sur les routes transsahariennes. Cette position a favorisé les échanges non seulement de marchandises, mais aussi de savoir, ce qui a engendré une importante production de manuscrits, ainsi qu'un foyer de l'érudition islamique. Tamantit était un pôle commercial de premier plan, attirant des caravanes venues de tous parts. Elle a acquis une solide réputation et est considérée comme l'une des plus anciennes villes du désert. Le nom Tamantit est composé de deux mots, signifiant l'œil et le sourcil. On dit qu'il y avait 366 kasbahs dans cette région, correspondant au jour de l'année, servant de relais pour tous les voyageurs. La ville comptait 66 savants et abritait une variété de métiers, ainsi qu'une maison consacrée à l'écriture de manuscrits. Une des raisons de la présence de ces manuscrits dans la région est l'existence d'une école externe. La première a bénéficié d'un règlement intérieur instauré par Sidi Ahmed Didi en 1922, lui permettant de devenir un internat dès la première année. Cela fait maintenant plus de 103 ans que l'école existe, attirant des élèves de toutes les wilayas, ainsi que de l'extérieur du pays. De nombreux érudits, tels que Ibn Battuta et Ibn Khaldoun, y ont étudié, tout comme Sidi Mohamed Belkbir et Sidi Mohamed Adda de la région d'Al-Mni'a, Hassil Garra. Sidi Ahmed Belounas et d'autres savants ont également laissé leur empreinte ici. La région du Touat, dont Tamantit est un exemple emblématique, est réputée pour posséder l'une des plus riches collections de manuscrits anciens en Afrique du Nord, témoignant de son rôle majeur dans la diffusion du savoir. En ce qui concerne les manuscrits, nous détenons une rare copie du Mus'haf al-Uthmani du calife Uthman ibn Affan, un Coran de valeur inestimable. Nous possédons également une version du Sahih al-Bukhari écrite avec de l'eau d'or, datant de plusieurs siècles. De plus, nous avons un manuscrit du divan de Zahnoun datant du 8e siècle, ainsi qu'une copie de Jawahir al-Hisan rédigée par Sidi Abdurrahman Ta'alibi. Une copie offerte à Sidi al-Bakari lors de sa visite à la Médina d'Alger, accompagnée du manuscrit de Riyad Salihin. La Zawiya al-Kuntiya a accumulé au fil des siècles une bibliothèque très riche, contenant des centaines de manuscrits rares et précieux. Ces collections sont le fruit d'acquisitions, de dons, de copies et de la production locale. Elles couvrent un large éventail de disciplines. En tant que centre soufi influent, la Zawiya a contribué à la diffusion du savoir et des textes manuscrits dans toute la région et au-delà, grâce à ses disciples et aux échanges avec d'autres centres intellectuels.
Il existe un lien étroit entre les manuscrits et la confrérie, car ceux qui portaient l'emblème de cette tariqa étaient tous des érudits, réputés pour leur connaissance approfondie. Presque tous possédaient ou avaient rédigé des œuvres, à quelques exceptions près. Ces ouvrages couvraient diverses sciences, y compris celle du bon comportement. La confrérie s'engage à informer et éduquer sur la meilleure manière de se rapprocher de la force divine d'Allah. Cette réflexion s'est concrétisée par des écrits destinés à transmettre les enseignements aux générations futures. Et ces manuscrits, conservés jusqu'à nos jours, en témoignent. Certains manuscrits ont été perdus en raison de la dégradation des matériaux ou de l'ignorance. Malheureusement, de nombreux manuscrits autrefois bien préservés ont récemment subi les ravages du temps et du laisser-aller. Il est important de noter qu'avec la montée de l'ignorance et la pauvreté touchant certaines familles, des personnes ont profité de la situation pour vendre des manuscrits écrits en or ou même jeter complètement les livres afin de conserver l'or. En conséquence, nous avons perdu ces précieux ouvrages. Un manuscrit a disparu de la région, mais des copies ont été retrouvées en France, en Espagne, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. Il a été traduit en arabe après avoir été diffusé dans plusieurs langues et s'intitule « Les événements de Touat, 50 ans avant Jésus-Christ ». Ce manuscrit fait désormais partie de notre bibliothèque, où il a été vérifié par Al-Hajj Tayyib. Il retrace la création de cette région et l'histoire des événements naturels, tels que les inondations, les fleuves, ainsi que les invasions de sauterelles. Il s'intéresse également aux villages et aux forteresses, détaillant la fondation de chaque village et la naissance de chaque tribu, depuis le village de Terfift jusqu'en 1901, date de l'invasion par l'armée coloniale française. Nous l'avons découvert dans une œuvre d'une écrivaine orientaliste à Gherdaya et nous l'avons récupéré, corrigé et traduit. Des milliers de manuscrits anciens, sentinelles d'une sagesse ancestrale, sont menacés par les ravages du temps et du climat désertique. À cela s'ajoute le manque de moyens pour leur conservation et numérisation, ainsi que leur dispersion et l'ignorance de leur valeur, car beaucoup dorment encore dans des collections privées. Face à cette vulnérabilité, l'Algérie, via ses institutions, s'engage activement pour inventorier, restaurer et numériser ses œuvres. Au cours de l'opération de répertoriage, nous avons découvert 84 bibliothèques ou khizanat, chacune possédant des manuscrits qui lui sont propres. Nous avons comptabilisé plus de 9000 manuscrits lors de cette première phase. Dans une deuxième étape, nous nous attelons à une indexation détaillée de chaque bibliothèque de manière distincte. L'opération a débuté dans les régions d'Adrar et jusqu'à présent, nous avons indexé 11 khizana. Chaque carte comprend des éléments d'identification pour chaque manuscrit. Par exemple, nous indiquons l'emplacement du manuscrit, le numéro d'ordre que nous lui attribuons, le titre, le sujet traité, la langue utilisée, l'auteur, ainsi que des informations générales sur l'œuvre. Grâce à ces données, nous cherchons à classer les manuscrits en fonction de leur contenu, en les organisant par thèmes tels que la littérature, la religion, le fiqh, la vie du prophète, le soufisme et d'autres sujets.
Les motivations de chaque chercheur et étudiant varient en fonction de leur spécialité. Certains s'intéressent par exemple à la calligraphie, tandis que d'autres se focalisent sur l'indexation des manuscrits. Ils trouveront chez nous un service spécialement dédié à l'indexation, au répertoriage et à la classification mise à la disposition des chercheurs. En ce qui concerne les orientations du Centre national des manuscrits vers l'utilisation des nouvelles technologies de conservation, notamment à travers le scanner automatique et la numérisation, le centre s'est équipé de nouveaux appareils portables. Cela permet à nos équipes de se déplacer et de répertorier les manuscrits sur place, dans leur environnement d'origine, afin de les numériser et de les mettre à la disposition des chercheurs. Cette démarche évite également le refus des propriétaires de manuscrits de se déplacer jusqu'au centre pour éviter le répertoriage et le scan des œuvres. De plus, c'est une occasion pour nos équipes d'intervenir et de réparer les dégâts sur place. Ce centre constitue une véritable valeur ajoutée et apporte de nombreux bénéfices à la région. Nous espérons que les propriétaires des khizanet collaboreront avec les techniciens du centre, comme cela a été le cas pour notre bibliothèque. Nous avons ouvert nos portes pour permettre aux membres du Centre national de répertorier et d'indexer nos manuscrits. Cependant, plusieurs bibliothèques restent encore fermées et le centre n'a pas réussi à établir un terrain d'entente avec leurs propriétaires, ce qui empêche le répertoriage, la classification ou la restauration de ces œuvres. La majorité des manuscrits étaient autrefois protégés dans des boîtes, telles que celle-ci, qui servaient de bibliothèque pour leur conservation. Malheureusement, de nombreux manuscrits ont été perdus en raison de la dégradation naturelle et de l'attaque d'insectes, comme les mites. C'est dans ce type de boîte que l'on préservait les manuscrits de Touet. L'objectif principal de notre mission est de numériser les manuscrits et de créer une plateforme numérique afin de réduire la manipulation des œuvres et de les protéger contre le vol ou la dégradation. الشيخ سيدي سي محمد بن مصطفى الكونتي في زاوية كونتا أنه لما ذهب إلى بعض الدول واطلع على خزانة وجد فيها أكثر من 12 مخطوطة. Le Cheikh Sidi Mohamed El-Kounti, lors de ses voyages dans plusieurs pays, a découvert dans une khizanet plus de 12 manuscrits appartenant au palais de Touat, ainsi que d'autres qui ont complètement disparu, comme un manuscrit du savant El-Marili qu'il a trouvé mais n'a pas su récupérer. Il se peut qu'il ait été pris par des pèlerins ou des caravanes, d'où l'importance d'un centre qui protège ces manuscrits. Il est également crucial de mettre en place un mécanisme pour sauver et conserver les manuscrits dans leur environnement, tout en préservant leurs valeurs culturelles liées à leur présence dans leur lieu d'origine. Nous espérons que les manuscrits ne seront plus manipulés ou touchés, car il est bien connu que le fait de les toucher contribue à leur dégradation et à la diminution de leur valeur. Ainsi, nous souhaitons que tous les manuscrits soient numérisés et présentés sur des écrans plutôt que d'être manipulés par quiconque. Nous sommes disposés à ouvrir les portes de notre bibliothèque, comme nous l'avons déjà fait pour des étudiants qui nous ont sollicités. Mais nous préférerions que l'accès se fasse par le biais de ressources numériques. Je crois que les services compétents peuvent recruter des personnes qualifiées et mettre en œuvre des mécanismes pour préserver ces manuscrits dans leur environnement d'origine, tout en les diffusant par le biais de ressources numériques dans les universités, car le village demeure la source de ces œuvres.
En ce qui concerne le répertoire scientifique et la protection des manuscrits contre le vol intellectuel, le Centre national des manuscrits vise avant tout à répertorier et à classer de manière administrative l'ensemble des manuscrits présents dans ces bibliothèques afin de prévenir tout risque de vol. Entre les murs d'argile, mon âme prend son envol. Dans les couloirs des mosquées, son esprit s'épanouit. Loin des tumultes du monde où le temps semble s'être arrêté, la plume danse encore, les contes des anciens résonnent. Un sursis nous est offert face à la modernité. Puisse notre résistance s'étendre aussi longtemps que possible. Quand on pense au Sahara, on imagine des terres arides. Mais en réalité, cette région regorge de richesses et de bénédictions. Elle ouvre ses portes à tous. Merci Dieu pour tout ce que nous avons. Ces manuscrits sont une fierté pour l'Algérie. Ils témoignent de son rôle dans la diffusion du savoir à travers toutes ces régions. Nos frontières aujourd'hui, au sud du Sahara, ont été dessinées par nos savants depuis des temps immémoriaux grâce à leurs conquêtes scientifiques et spirituelles. Nos valeureux martyrs, qui ont défini les frontières de l'Algérie par leurs sacrifices, poursuivent également l'œuvre de ces érudits. L'Algérie, fidèle à son histoire, ne laissera jamais ces régions ni cet héritage précieux derrière elle. L'Algérie, terre d'encre et de mémoire, tes parchemins fenêtres sur l'histoire, puits de sagesse, flamme d'une culture fière. Leur éclat danse dans la mosaïque humaine, témoins éternels d'un passé qui nous ennoblit. En plus de la résilience développée par l'homme du désert face à son environnement difficile, il a atteint un niveau de création, voire de génie, en utilisant les sciences pour améliorer son quotidien.
Les manuscrits détenus par l'Algérie, en particulier dans le Grand Sud, représentent un véritable trésor pour les générations présentes et celles du futur. Ils constituent aussi une belle découverte pour les amateurs de tourisme culturel. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les manuscrits du désert algérien. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines explorations sur Planète DZ.